Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler de neuromarketing, on va parler de biais psychologiques. Avant d'aller dans le détail, quelques nouvelles du podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc merci de votre fidélité. J'ai vu qu'on commençait à avoir des questions sur le formulaire qui est en description des épisodes. Il y a un formulaire pour poser vos questions de carrière, quelles qu'elles soient. Il y a déjà 2 personnes qui ont posé des questions. Et comme je peux pas répondre dans chaque épisode à chaque question, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que vous soyez une dizaine, ou 5 ou 10. Et là, je ferai un épisode dédié pour répondre en bloc à toutes les questions que vous avez posées. Donc, n'hésitez pas à enrichir ce formulaire. Dès qu'on aura 5 ou 10 questions, je ferai donc un épisode dédié et on essaiera de répondre en bloc à toutes les questions que vous avez posées. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de neuromarketing. On va parler de comment est-ce qu'on peut transposer des outils psychologiques que les marques utilisent pour nous convaincre d'acheter un produit. Bien, on va essayer de retourner les mécanismes et Clément va nous expliquer comment on peut utiliser ces mécanismes pour nous, pour essayer d'être plus convaincant, plus séduisant, plus un peu plus shiny quand on est en recherche d'emploi, quand on est en entretien d'embauche, quand on adresse une candidature. C'est pour ça que je suis heureux de l'avoir aujourd'hui. Clément, c'est un expert du sujet. Il anime une newsletter sur le neuromarketing. Il explore plusieurs biais chaque semaine et il a pas mal d'expérience sur le sujet. Il fait plein de choses, il nous racontera mieux que moi. Et donc, je vais lui passer le micro tout de suite pour qu'il puisse se présenter. Salut Alban, merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter, je m'appelle Clément Fromont, j'ai 33 ans. J'ai débuté en fait mes études par un bac scientifique et c'est pour ça que je veux parler de ça parce que sur le podcast, je sais que tu aimes interviewer des profils de personnes qui ont des profils plus atypiques, des parcours de vie assez particuliers. Donc j'ai démarré par un bac S, puis ensuite j'ai fait des études de droit. Donc tu vois déjà rien à voir. Et en fait, j'ai toujours été passionné par les mécanismes de prise de décision, par la psychologie du consommateur, par le marketing. Et donc, à ce moment-là, après mes études de droit, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai décidé de me réorienter. Mais le problème, c'est que je voulais faire une école et cette école était trop chère. Donc, j'ai jamais pu intégrer cette école. Et donc, finalement, j'ai décidé d'arrêter les études et de travailler. Donc, j'ai fait des travaux manuels. J'étais vendeur de prêt-à-porter dans des magasins de grande surface, grande consommation. Je dirais pas de marque, mais on va dire très 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 classique, des marques low cost. Et puis j'ai été manutentionnaire dans une pharmacie. Donc tu vois, rien à voir. Et j'ai travaillé pendant 1 an, puis j'ai payé mes études comme ça. Donc j'ai gardé tout mon salaire, puis ensuite j'ai autofinancé mes études. Donc j'ai intégré finalement l'école de communication que je rêvais. J'ai continué mes études comme ça. Et puis après j'ai fait une une grande école de commerce. Et à la suite de ça, j'ai travaillé 7 ans en tant que consultant et rédacteur publicitaire, d'abord en agence et puis ensuite en tant que freelance. Et aujourd'hui, j'ai arrêté la prestation de service et depuis 1 an et demi, je partage toutes les stratégies, les techniques que j'ai découvertes dans une newsletter qui s'appelle Insight et qui décrypte la psychologie qui se cache derrière les mécanismes marketing en racontant des histoires de marques passionnantes, en donnant des techniques concrètes qu'on peut appliquer dans son projet et d'ailleurs quel que soit son projet. Merci pour cette intro et on pourrait se poser la question, quel est le lien entre un podcast dédié à la gestion de carrière et du web, enfin pas du web, pardon, du marketing un peu scientifique et de la psychologie du marketing. Et pour nous, la réponse était assez évidente. C'est que je vais te laisser développer. D'ailleurs, tu le feras mieux que moi. Ouais. En fait, c'est marrant parce que quand on avait échangé pour préparer le podcast, en fait, pour la petite histoire, moi j'ai toujours été passionné par les mécanismes de prise de décision. Et en fait, j'ai toujours voulu comprendre, moi, comment est-ce que ça fonctionnait. Pourquoi est-ce qu'on choisit, par exemple, un produit plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce qu'on préfère telle ou telle marque? Comment est-ce qu'on décide de faire telle ou telle chose? Et j'ai, au cours de ma carrière, très rapidement compris que certains mécanismes de psychologie étaient tout aussi valables en marketing, euh, comme là c'est actuellement mon travail, mais aussi également dans la gestion de sa carrière.
et notamment, par exemple, en entretien d'embauche, et c'est le sujet du jour justement. Et quand je repense à mon parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail au sens moderne, en réalité, il est plutôt simple à appréhender. C'est-à-dire que les candidats et les emplois, ce sont des offres qui cherchent à se matcher mutuellement. Et autrement dit, un candidat, c'est exactement comme un produit. Et c'est de cette idée-là, c'est ce concept mental qui m'a énormément servi tout au long de ma carrière. Parce qu'à partir du moment où on commence à réfléchir de cette façon-là, en se disant qu'un candidat est comme un produit de consommation, ça aide énormément dans certains rapports. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle bien de marché du travail, où on parle aussi énormément en ce moment de concept de personal branding, donc de marque personnelle, c'est-à-dire tous les mécanismes qu'on applique aux marques traditionnelles, mais plutôt aux candidats, c'est-à-dire aux individus. Et donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est qu'on va voir quelques concepts de psychologie adaptés à l'univers du marketing, mais aussi qu'on peut adapter à l'univers de la gestion de carrière. Voilà, j'espère que c'est bien pour ça que tu m'as invité, parce que sinon on est mal barré, quoi. Ah mince, pas du tout, je pensais à autre chose. Non, c'est Ah bah désolé, exactement bon, on va ça. parler de jardinage. C'est exactement ça et ça peut heurter, je pense, de se dire: «Tiens, nous sommes des produits», mais en fait, moi, c'est une vision que je défends également. On a tendance à penser que quelqu'un qui recrute pour le plaisir de recruter et un peu pour nos beaux yeux. En fait, si quelqu'un pouvait ne pas recruter, il s'en passerait bien volontiers. Le recrutement, c'est vraiment parce qu'il y a un besoin, enfin, là, je partage ma vision, pas forcément la tienne, hein. Mais pour moi, quand il y a un recrutement, c'est qu'il y a un besoin, il y a un objectif qu'on peut pas combler, il y a un trou dans la raquette dans la boîte, il y a quelque chose qu'on peut pas faire parce qu'il nous manque une personne. Et c'est bien parce qu'on a ce problème qu'on va aller dépenser de l'argent sur une personne qui va rejoindre la boîte. Souvent, ça va être pour développer la boîte. Mais nous sommes, en effet, je pense, un produit parce qu'on est une réponse à un besoin d'une boîte. Et je trouve qu'on a tendance à personnifier le recrutement en se disant que le plus important dans un recrutement, c'est le candidat. Et au fond, je suis convaincu que le plus important dans un recrutement, c'est le problème du recruteur. Le candidat n'est qu'une réponse à ce problème. Et on a tendance à se sentir super important, alors que des yeux du recruteur, même si la plus grosse ressource d'une boîte, ce sont ses équipes, si elle pouvait ne pas recruter, elle s'en passerait volontiers parce que ça coûte cher, une personne. Donc ça n'est que mon avis, mais je vais dans ton sens de dire, ça peut être un peu étonnant de considérer qu'une personne est un produit, mais au fond, je crois que ça correspond à une réalité de la raison pour laquelle quelqu'un recrute, une boîte recrute. C'est qu'il y a bien un besoin et qu'il y a une solution en face de ce besoin, qu'on appelle ça un produit ou un service, ou évidemment une personne dans notre cas. Exactement, ouais, c'est un peu impopulaire effectivement ça peut être impopulaire de dire ça, mais au fond, bien sûr, ça reste des aventures humaines. On recrute des humains, donc pas forcément pas des objets, quoi. Mais bien sûr, ça aide d'avoir quand même ce schéma mental. Et d'ailleurs, ça m'a permis longtemps de enfin, j'ai très rapidement compris, par exemple, que la différence entre un entrepreneur et un salarié, est en réalité un peu fausse. Parce qu'un salarié est un entrepreneur. Son job, c'est de vendre son temps contre une prestation, et il sera payé, par rapport à son contrat de travail. Il sera payé, si c'est un contrat de travail de 35 heures, il sera payé 35 heures. Il sera pas payé 1 centime de plus, sauf si son contrat prévoit des heures supplémentaires et cetera. Mais on sera payé pour la production qui aura été La produite à mission qu'on l'intérieur de remplit, quoi. Mmh. exactement. Et donc de cette façon-là, quand on comprend finalement qu'un salarié est un entrepreneur dont le job, c'est de vendre son temps et de louer ses services à une entreprise, quand bien même il y a un contrat de travail, là, on se rend compte que la différence finalement entre un freelance et un salarié est pas vraiment, il y en a pas vraiment à partir du moment où c'est juste en fait un contrat, et c'est l'univers qui est conçu autour d'un contrat de travail qui fait la différence. Mais finalement, le travail est le même, quoi. Il faut produire un truc pour l'entreprise, et l'entreprise, en échange, nous rémunère, et c'est finalement très simple. C'est comme ça. Ouais, en effet, l'entreprise achète du temps et des compétences, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on conçoit un employé ou quelqu'un qui va produire dans une entreprise comme un produit, eh bien, en fait, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait, d'un point de vue du marketing, comment est-ce qu'on prend nos décisions? Et même dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on prend nos décisions? On imagine souvent faire le choix de manière rationnelle, c'est la théorie classique, c'est-à-dire qu'on va, peser le pour et le contre, on va comparer des produits, des services, on va comparer des offres, on va comparer des caractéristiques, et c'est un modèle mental qu'on apprend, à l'école très, très rapidement. Moi, je l'ai moi-même appris en école de commerce, et on a même un nom, pour ça, on appelle ça l'homo economicus. C'est, la théorie qui sous-tend que l'être humain est rationnel et prend ses décisions de manière,
logique. Et aussi Alors séduisant attends, que ça puisse paraître. Ah, pardon, excuse-moi de te couper. Juste pour nos auditeurs et auditrices qui nous suivront, notamment en version podcast, parce que je crois que pour l'image, c'est foutu. Euh, Là, tu es en train tranquillement d'attaquer notre premier thème, Exactement. qui est un premier concept. Juste pour replacer un peu le truc, ça y est, on démarre, on est dedans, et je te repasse le micro. Mais on est en train de parler là, ici, d'un premier biais, d'un premier élément, au fond, qu'on peut utiliser, d'une première clé de compréhension, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, cet humain rationnel, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, ça introduit ce concept qui est relativement nouveau, même si c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu. Mais tout a changé il y a environ une dizaine d'années. C'était dans les années 2010. Il y a un grand chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman qui a publié des recherches et qui en a fait un bouquin qui s'appelle Thinking Fast and Slow. En français, le titre du bouquin, c'est Les deux systèmes de pensée. Et il explique que, en fait, dans notre cerveau, notre manière de réfléchir, il y a deux systèmes de pensée qui fonctionnent en parallèle. On appelle ça le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est un mode de pensée qui est rapide, qui est intuitif, qui est inconscient et qui s'active la plupart du temps, 95% du temps. Par exemple, quand on serre la main à quelqu'un, quand on marche dans la rue, c'est le système 1 qui s'active. Le système 2, c'est un mode de pensée qui est plus lent, qui est réfléchi. C'est un mode de pensée qui est conscient. Il nous sert en fait à résoudre des tâches complexes. Par exemple, faire des multiplications de tête ou résoudre une équation mathématique. Voilà. Le problème, c'est que le système 2 est assez gourmand en énergie. Si je te donne un exemple, si je te dis, c'est quoi ton prénom? Tu vas me répondre, Alban. Voilà, c'est rapide, c'est système 1, c'est facile. Mais si je te dis, épelle-moi ton prénom en commençant par la dernière lettre, c'est plus dur. Voilà, ça c'est du système 2. Qu'est-ce qui se passe quand le système 2 s'active? Il est plus gourmand en énergie, le rythme cardiaque s'accélère, les pupilles se dilatent. Bref, on fait un effort. Et ce que ça montre dans ces deux systèmes de pensée-là, c'est que nos mécanismes de prise de décision, en réalité, ils sont essentiellement gouvernés par nos émotions, par nos intuitions, par le système 1. Donc en fait, on prend nos décisions la plupart du temps de cette façon-là. Et la vente, c'est du système 1. Je peux te donner plein d'exemples. J'en ai plein en tête. Par exemple, je peux te raconter cette histoire d'une marque qui a voulu essayer de concurrencer McDonald's, donc aux États-Unis. Le Royal Cheese de McDonald's aux États-Unis s'appelle le Quarter Pound pour un quart de livre. Et en fait, Okay. ce nom signifie le poids du steak, donc un quart de livre de viande. Et un concurrent a décidé de lancer le third pound, donc un tiers de livre. Donc, autrement dit, plus de viande pour le même prix. Ouais. Et pourtant, ça a échoué. Et ben, parce qu'en fait, quand ils ont mené une étude pour essayer de comprendre pourquoi ça avait échoué, ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens pensaient qu'un tiers de livre, c'était plus petit qu'un quart de livre. Parce que 3, c'est plus petit que 4. Alors qu'un tiers, c'est plus gros qu'un quart, ouais. Alors Mais qu'un ouais. tiers, c'est plus gros Ouais. qu'un quart. Et c'est pour ça que le third pound a échoué, parce que le consommateur moyen n'a juste pas fait l'effort de faire le calcul au niveau des fractions. Donc tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Ou alors j'ai un autre exemple qui nous parlera plus sur le marché français. Pendant le Covid, il y a une marque qui a beaucoup souffert, une marque de bière qui a beaucoup souffert, alors que la bière, quel est le rapport entre la bière et le Covid? Juste le nom. Cette bière, c'était la marque Corona. Ah bah oui, forcément, ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais tu vois, c'est bête, mais c'est l'association, en fait, elle est facile à faire, c'est rapide, c'est presque viscéral, quoi. La bière Pourtant, Corona est c'est juste devenue absolument pas, d'un point de vue exactement. purement rationnel, ça n'a aucun sens. Mais en effet, C'est ça. ouais, ça tient la route. Dans les tripes des consommateurs, la bière Corona est juste devenue dégoûtante, quoi. Et en marketing, la perception du consommateur, c'est la réalité. La perception du consommateur, c'est la réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a certaines petites phrases qui peuvent, par exemple, heurter notre crédibilité au travail, tout simplement parce que c'est une manière de présenter les choses. Quand on dit, par exemple, je suis désolé pour le retard, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'attention sur soi. Mais si on dit merci de votre patience, ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'attention sur le comportement positif de la personne. Et donc, la deuxième phrase est beaucoup plus persuasive. Et ça, c'est du marketing, en fait. Et un candidat, c'est ça l'idée. C'est que c'est exactement comme un produit. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, la première erreur, ce premier biais psychologique qu'on a vu ensemble, c'est le système 1, système 2. L'erreur à pas connaître, c'est de croire qu'en fait, un candidat est choisi pour des raisons logiques. Oui, Tout on a simplement. tendance à penser que le choix d'un candidat va être basé sur ses compétences, sur son coût, ses prétentions salariales, enfin sur des raisons relativement rationnelles en effet. Surtout si on le voit comme un produit qui va correspondre à un besoin.
Et au fond, tu nous dis non, c'est le système 1 qui décide au fond. Ouais, parce que je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais il me semble que c'était dans une étude. En fait, un recruteur, il sait dès les premières secondes s'il a envie de recruter la personne ou pas. Simplement par la première impression, simplement parce qu'il se rend compte que la personne a un bon fit. C'est pour ça aussi qu'on entend énormément en ce moment les conseils de carrière qui mettent en avant les, les candidats sur des logiques de soft skills. On va dire toutes les compétences transversales qui peuvent pas vraiment s'apprendre. Et les hard skills ont tendance à être dévalorisés. Alors pas forcément si vous êtes ingénieur dans le nucléaire, ça va être compliqué à remplacer ce genre de compétences. Mais dans un monde où l'IA est arrivée, où la globalisation est arrivée, où les candidats deviennent de plus en plus formés, où tout le monde a fait des études supérieures, ce qui fait la différence, c'est plus forcément les compétences, puisque ces compétences, déjà, ça prenne très facilement, déjà sur Internet, par l'intermédiaire de formation. Mais par contre, avoir des soft skills qui font la différence, ça c'est plus difficile, quoi. C'est plus difficile. Ce qu'on va chercher, c'est aussi une personnalité, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'adapter dans un cadre de travail, etc. Donc, forcément, j'ai tendance à croire que un candidat va être plus jugé sur sa capacité à transmettre le bon message au recruteur et sur les émotions. Est-ce qu'il va faire l'affaire ou pas, quoi. Ok. Donc, c'est de se concentrer au fond sur la forme, quoi, sur comment est-ce que je, pas forcément le quoi, mais le comment. Comment je transmets mon message, comment je le présente, comment je parle de moi, comment je me comporte. Au Exactement. fond, ouais, ok. Après, évidemment, les compétences restent le principal, hein. Il y a pas de sujet. Mais les compétences ne suffisent plus, en tout cas. Est-ce que tu vois d'autres façons concrètes d'activer le système 1 favorablement pour une personne qui est en entretien ou juste qui cherche du boulot? Ouais. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que la première impression joue énormément dans le reste d'une carrière, parce que, il arrive énormément de fois où en fait une personne nous fait une mauvaise impression, mais on la connaît pas forcément, mais une personne nous fait une mauvaise impression et en fait on va sortir d'un entretien et on va pas du tout avoir eu la même perception de la personne en fonction de si c'est moi qui ai donné l'entretien et du collègue qui a fait passer l'entretien en même temps que moi. C'est-à-dire moi je peux sortir de cet entretien en disant: «Ah bah la personne, elle fait pas l'affaire» et au contraire l'autre personne elle l'a trouvé génial, quoi. Et ça peut arriver quand il y a des décalages justement de perception et de croyance. Et donc, ce qui est très important, c'est bah déjà pour éviter d'activer. En fait, le système 1, il reste activé tout le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf quand le système 2 s'active. Dans ce cas, le système 1 va se désactiver et c'est le système 2 qui va prendre le relais. C'est quand on demande un effort, quelque chose de conscient, de plus complexe à réaliser pour notre cerveau. Et ce qui va se passer, c'est que quand le système 2 s'active, en réalité, qu'est-ce qui s'active? Bah, c'est de l'incompréhension, c'est du doute, c'est de la friction. Ça demande un effort et c'est pas du tout agréable parce que notre cerveau consomme plus de 20% notre énergie quotidienne, alors que c'est un tout petit organe, ça pèse quelques kilos, quoi. C'est vraiment très très léger. Mais par contre, ça consomme la majorité de l'énergie que notre corps va consommer chaque jour. Et donc, forcément, il est un peu feignant, il cherche à optimiser son, son énergie, il cherche à l'économiser, et donc il veut que le système 1 reste actif le plus longtemps possible. Donc, éviter d'activer le système 2, c'est, je pense, pour moi, la meilleure manière de rester dans le système 1. Donc, éviter de générer du Ok. doute, éviter de générer de la friction, éviter de faire tiquer, en fait. C'est ça qui va permettre de d'avoir une relation beaucoup plus fluide. Éviter à la personne en face de nous de devoir faire un effort intellectuel pour nous comprendre ou pour comprendre notre CV ou notre parcours ou nos envies C'est ça. ou les raisons qui font qu'on postule ou autre, quoi. Ok. Ok, écoute, intéressant. Je vois qu'on nous rejoint un peu sur YouTube. C'est possible que après l'échec LinkedIn, il y ait des personnes qui nous aient rejoints sur YouTube parce que j'ai mis un petit lien. Encore désolé pour ceux qui écouteront en replay. Euh, Merci pour cette entrée en matière. Est-ce que tu vois d'autres clés intéressantes à transposer entre du marketing, du neuromarketing et puis notre sujet qui est de trouver sa voie ou de trouver un job ou de réussir un entretien d'embauche? Exactement. Alors le deuxième sujet dont on peut parler, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que il est à la fois extrêmement puissant et il va servir dans l'ensemble des compétences que vous allez pouvoir développer tout au long de votre vie et de votre carrière, que ce soit en marketing, que ce soit dans votre travail ou même dans votre vie de tous les jours. C'est une technique qui est très utilisée dans le marketing et notamment sur les sujets de packaging. Je ne sais pas si vous voyez sur les packaging de jambon, par exemple.
on vend souvent une diminution, par exemple, moins 25% de sel sur du packaging. Alors qu'on pourrait le dire autrement. On pourrait dire il n'y a plus que 75% du sel présent dans ce produit. Et pourquoi est-ce que 25% de sel en moins, c'est mieux qu'il ne reste que 75% du sel? Parce que 25, c'est plus petit que 75. Et en réalité, on attire l'attention sur le positif versus le négatif. Donc, il vaut mieux dire moins 25% de sel plutôt que 75% du sel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. Et donc, ça aide à mieux communiquer en tournant les choses sous un angle plus positif. Et en fait, c'est un concept qui est très intéressant. Excuse-moi de te couper, j'attrape la balle au vol. Là, tu parles au fond, de quand quelque chose n'est pas ultra facile à assumer. Style, il y a pas mal de sel dans notre jambon. Comment on va assumer ce truc-là? On est sur quelque chose, pas qu'il faut cacher, mais qu'il faut quelque chose qu'on peut avoir du mal à défendre, j'imagine, dans une candidature ou dans notre parcours, dans notre histoire, dans notre CV. Enfin, est-ce que c'est ça dont on parle là? C'est Genre un peu de l'éléphant exactement dans ce la dont on pièce, parle. quoi. Exactement ce dont on parle. Parce que je compte pas enfin, quand je discute avec des gens autour de moi ou des partenaires, des collègues, euh, on a tous parfois des petits parcours de vie un peu chaotiques. On a un trou dans le CV, on a lancé une startup, on a échoué, bref, ça a pas fonctionné. Et à chaque fois que j'en parle, c'est marrant parce que les gens ils me disent mais j'ai tellement peur qu'on me pose cette question d'entretien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce trou dans le CV? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé votre startup? Vous avez échoué? Bref, mettre un peu le Ah bah doigt ouais. là où ça fait mal. Et en fait, la plupart des gens, en fait, sont terrifiés à l'idée qu'on leur pose cette question en entretien. Et en fait, effectivement, c'est parce que on a peur, parce que tout simplement, on a peur de mal répondre. Et évidemment, on peut dire, oui, voilà, j'ai foiré ma startup. Ou alors, on peut dire quelque chose du style, j'ai lancé un projet entrepreneurial passionnant qui m'a permis d'apprendre telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et puis après, j'avais un peu besoin de temps pour moi, pour savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Aujourd'hui, je suis plus déterminé que jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Sur le parti théorique de cet effet de cadrage, comment ça marche? C'est quoi le truc derrière? Le Le mécanisme psychologique mécanisme? Ouais. qui se joue au moment du cadrage, c'est qu'en fait, on est influencé par les premières informations qu'on a à notre disposition. Il y a une étude assez célèbre d'un grand chercheur qui s'appelle Dan Ariely, qui a fait une étude auprès de ses étudiants. Et il a demandé à ses étudiants quel est le prix de cet objet. Je ne sais plus c'était quoi l'objet, mais qu'importe. Il a demandé à ses étudiants quel était le prix de l'objet qu'il présentait. Et ses étudiants devaient répondre. Sauf qu'il a divisé ses étudiants en deux groupes. Et il a demandé à ses étudiants de regarder d'abord le dernier numéro de sécurité sociale. Et quel rapport avec le prix de Bah, c'est l'objet? ça, ouais, c'est ce que j'étais en train de me Aucun. demander, ouais. Sauf que les résultats de l'étude ont montré que ceux qui avaient le numéro de sécurité sociale le plus élevé avaient tendance à évaluer le prix du produit plus élevé. On est influencé, ça c'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est quand on a par exemple un gros chiffre, on voit ce gros chiffre et puis après on voit un produit et en fait le produit nous semblera plus cher si on était soumis à un gros chiffre avant versus rien du tout. Et c'est ça en fait, c'est qu'on est influencé par les premières informations qui viennent à notre cerveau. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure merci de votre patience, plutôt que désolé je suis en retard, merci de votre patience, c'est le même effet en fait, c'est qu'on va mettre en avant un, un, un comportement positif de l'autre personne. Et donc, c'est beaucoup plus persuasif. Quand on dit désolé pour le retard, bah, c'est négatif. C'est du retard, c'est chiant pour tout le monde. Ouais, ouais. Ou ouais. C'est le même effet, en fait. Ou si on a quelque chose un peu plus dur à défendre dans une candidature du style, j'ai arrêté de bosser 3 ans parce que j'ai fait un burn-out et après j'ai dû m'occuper d'un enfant qui avait un souci. Et là, je retourne sur le marché de l'emploi. Euh, J'imagine que quand tu abordes le truc sous un angle positif, ce qui est difficile, hein, mais possible au fond, C'est ça. bah, ce qui viendra après sera comparé à du positif. Bah, Enfin, tu vois ce exactement, que je veux parce dire? qu'en Ouais. fait, l'idée, c'est de pas ancrer un sentiment positif c'est de pas associer, pardon, un sentiment négatif avec le candidat. Il faut plutôt essayer d'ancrer qu'un sentiment positif. Quand le candidat il va être là en entretien, il va raconter pourquoi il a telle ou telle chose sur son CV, pourquoi est-ce qu'il y a un trou. En réalité, peut-être qu'il est parti faire de l'humanitaire et en fait, c'est hyper positif, on n'en sait rien.
Mais tant qu'on n'a pas raconté cette histoire, c'est toute la force en fait de la dialectique et du storytelling, c'est que en fait, on peut toujours retomber sur ses pattes. Et c'est ça l'intérêt. Et il suffit par exemple de regarder les débats politiques pour se rendre compte de ce pouvoir. C'est que quand on entend les candidats se vanner entre eux, on se dit mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir répondre? Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, ils retombent sur leurs pattes. Et c'est ça, en fait, la puissance du cadrage, c'est que la manière dont sont tournées les choses, ça peut être de manière tout à fait positive ou négative. Et ça, c'est ce qu'un recruteur, il va attendre d'un candidat en entretien. Pas forcément d'être capable de se présenter de manière positive tout le temps, parce que tout n'est pas positif, mais c'est plutôt, est-ce qu'un candidat va être capable de défendre les entretiens de notre entreprise sans masquer la vérité, sans renier ses valeurs, etc. Intéressant. Intéressant notamment parce qu'on a tous, je pense, c'était le sujet d'un épisode d'ailleurs, hein, mais on a tous des choses qui nous plombent, parfois pour des raisons vraiment de discrimination. La discrimination existe, hein, par l'âge, par la couleur, par le milieu social, par là où on vit, par plein de trucs. Donc elle existe, la discrimination, et elle est renforcée par notre propre vision de nous-mêmes, où on voit plus que le problème et où on sait pas comment se dépatouiller de tout ça, quoi. Euh, et, euh, et tu vois, je pense à une personne que j'accompagnais il y a pas trop longtemps qui était à l'âge où on se considère senior et qui a genre un très beau poste avec des très très grosses compétences et qui arrivait pas à voir autre chose que le risque de sa seniorité, quoi, tu vois. Alors qu'elle a été chassée régulièrement par des gens et tout. Et donc ça, ce que tu nous dis là permet, je trouve, d'ancrer et de donner des explications de pourquoi y a-t-il un enjeu à tourner positivement notre histoire et ce qu'on vit, quoi. C'est pas seulement une histoire de confiance en soi et tout, c'est aussi une histoire de retour sur investissement et de convaincre, quoi. Bah, c'est ça, puis même, on sait que la manière dont on va présenter les choses, ça en fait, souvent, c'est influencé par nos croyances. C'est que si on pense que je suis un candidat senior et donc en fait, je suis has-been, quoi, j'ai plus ma place sur le marché du travail, il y a des jeunes qui m'ont remplacé. Bah, c'est en fait, c'est dommage parce que ça se trouve, il y a énormément d'expériences, de choses intéressantes à partager et c'est juste, en fait, une croyance et à partir du moment où, en fait, on décide que cette croyance, elle est pas forcément, bénéfique et qu'on décide de la changer pour justement se donner toutes les chances de se enfin, c'est ça l'idée, c'est de se redonner une chance sur le marché du travail, dans ce cadre-là. Bah, moi, je pense que c'est au contraire hyper positif, hyper, bénéfique pour tout le monde. Parce que, évidemment, un employeur, c'est ce qu'il va rechercher. Ce que je disais, c'est est-ce que cet employeur-là, il est suffisamment en confiance pour embaucher quelqu'un, qui a des mauvaises croyances? Bah, c'est un peu compliqué, quoi. Donc évidemment, Ah ouais, et sans mettre en question la réalité aussi du terrain qui dit qu'il y a il y a quand même, je pense, tu vois, aujourd'hui des vraies raisons d'être limité. Il y a des facteurs limitants parce qu'il y a de la exactement. discrimination. Mais c'est surtout que ce sera encore pire, en fait, si on aborde le truc sous un angle à cause de cet effet de cadrage, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est pas du mensonge, c'est jamais du mensonge, la manière dont on va tourner les choses. Par exemple, si on reprend l'exemple du jambon, 25 moins 25 de sel ou seulement plus de 75 du sel, c'est exactement la même chose, hein, c'est la même information. Mais c'est juste qu'en fait, on a décidé de la présenter d'une manière, plus positive. Et c'est fait, par exemple, chez les médecins à l'hôpital. À l'hôpital, quand on a un patient et qu'on doit l'opérer et que malheureusement il y a un risque, les médecins, au lieu de dire vous avez 10% de chance d'y passer, ils disent plutôt vous avez 90% de chance de réussite. Ah ouais, et en fait, en t'écoutant, ce que je me dis, c'est que ils ne font pas d'omission. Ils disent. Parce que le réflexe Exactement. naturel, quand il y a un truc qu'on n'assume pas ou qui est vraiment, qui nous colle à la peau et qui nous plombe, c'est de tenter le passage en force. En disant pourvu que personne ne remarque, pourvu que C'est ça. personne ne m'en parle de mon trou de 5 ans dans mon CV ou de ma dépression ou de mon machin. Euh, Puis souvent, oui, ouais, ça sent quoi. On sent qu'on ouais, est en train de nous cacher un truc et donc forcément, ouais, la question arrive et c'est là où on se prend les pieds dans le tapis, quoi. ouais, intéressant. Y a-t-il d'autres clés que tu souhaiterais nous partager? Ouais, il y a un truc qui m'intéresse aussi énormément, c'est, il y a une étude qui a montré que par exemple, les personnes grandes étaient mieux payées que les personnes petites. C'est bizarre, c'est quoi le rapport entre la taille et la compétence? Bah, il y en a aucun, mais sauf que les attributs, quoi, physiques, en fait, ont un influence sur la perception qu'on va avoir, par exemple, d'un candidat. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Et l'effet de halo, c'est un biais cognitif qui influence positivement un sentiment qu'on va avoir de quelqu'un, d'une marque, d'un produit,
en fonction d'un seul trait positif qu'on a à notre connaissance. Par exemple, si quelqu'un est physiquement attrayant ou il est grand, on va supposer qu'il est compétent, qu'il est sympa, qu'il est sociable, même si c'est faux, même si ça n'a aucun rapport. Et en fait, ça s'explique parce que notre cerveau, il va construire une image mentale d'un sujet qui correspond à ce qu'en fait on sait déjà de lui, mais qui peut potentiellement nous empêcher d'évaluer les autres caractéristiques. Et le problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens, malheureusement, ce qu'on appelle l'effet de corne, le horn effect. C'est autrement dit, en fait, on est jugé sur les apparences, et si quelqu'un a une première opinion négative de nous, ça peut nous poursuivre et parfois pendant longtemps. Donc, la question à se poser, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'effet de halo et éviter le horn effect. Donc déjà, le premier truc, c'est de soigner la première impression. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, un recruteur, il sait très très vite, en quelques minutes, s'il a envie de vous recruter ou pas, ou s'il est en train de perdre son temps. C'est un petit peu comme quand on va visiter une maison qu'on est en train de, je sais pas, de louer ou d'acheter. Tout de suite, on a une première impression et on sent que la maison, elle nous plaît ou pas. Oui, s'il y a un mégot sur le pareil. paillasson, d'office, tout le reste des trucs, tu le verras avec un angle un peu... C'est ça, voilà, ça ruine toute la visite. ouais, ouais, ouais. Et c'est pareil avec un candidat. C'est pour ça qu'il faut soigner sa sape. Ça me fait rire de dire ça, mais en fait, Fou parce que je pensais pas un jour au micro de ce podcast se retrouver à dire qu'il faut soigner son apparence physique, ses fringues ou autre, et en même temps, si on est honnête avec nous-mêmes, en fait, oui, en gros. ben oui, parce que ça a un impact. Et, et même si ça n'a pas un impact non plus délirant, mais en fait, il faut pas se voiler la face. On sait que ça a un impact. Les études ont démontré par A plus B que notre cerveau est influencé. Et à partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on décide de s'enterrer la tête dans le sable et d'ignorer ça, ou au contraire, on se dit bon, il faut jouer le jeu et donc faire un petit effort vestimentaire. Voilà, ça peut aider. Déjà, ça permet de booster notre confiance en nous dans le cerveau. On sera plus à l'aise, on sera plus éloquent, on aura moins de mal à s'exprimer. Et puis aussi, ça aide à faire une bonne première impression. Intéressant. En fait, c'est ça. Le vrai débat n'est pas est-ce qu'on trouve ça cool ou pas, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas. C'est plutôt, c'est une réalité. Est-ce qu'on en tient compte ou pas, en fait. C'est ça. Puis après, il y a d'autres techniques pour bénéficier de l'effet de halo. C'est un truc tout bête, mais par exemple, en entretien, ce qu'il faut toujours faire, c'est par exemple justifier ses opinions et ses positions. Il y a une étude, c'était à Harvard, je crois, en 1977. Ils ont mis quelqu'un, moi je me rappelle plus la date, mais je crois que c'est ça. Ils ont mis quelqu'un dans la file d'attente pour la photocopieuse. Et cette personne-là devait en fait passer devant tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis cette personne-là à la dernière place de la photocopieuse. Et puis la personne a demandé excusez-moi, est-ce que je peux vous passer devant Voilà, c'était ça. Excusez-moi, est-ce que je peux vous passer devant Et 60% des gens, de mémoire, 60% des gens acceptent. 60%. Deuxième scénario, excusez-moi, est-ce que je peux vous passer devant parce que je suis pressé Elle donne une justification, parce que je suis pressé. Là, c'était 94% des gens qui a accepté que la personne passe devant. Et puis ils ont fait un troisième scénario. 60%, c'est beaucoup déjà, ouais. Ah bah, c'est déjà énorme. Mais surtout, le troisième scénario, c'est ce qui m'a plus retourné le cerveau quand j'ai découvert cette étude. Le troisième scénario, c'est la personne est dans la file d'attente de la photocopieuse. Et là, elle dit excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous parce que je dois faire des photocopies Comme tout le monde, quoi. Mais la justification est complètement idiote. Et là, le résultat est fou parce que 93% des gens acceptent. Ce que cette étude montre, c'est que c'est pas tant la pertinence de la justification qui compte, c'est plutôt est-ce qu'il y a une justification ou pas à ce qu'on fait. C'est une petite technique toute bête, mais justifier une décision, savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça rend les choses beaucoup plus simples. Pour illustrer ça, moi j'ai une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps. Quand j'étais rédacteur publicitaire, j'avais rencontré pas mal de confrères et je me suis rendu compte que pas mal d'autres rédacteurs, des freelances notamment, ils galéraient pas mal avec leurs clients. Leurs clients, ils étaient en gros, ils étaient mécontents. Il y avait tout le temps quelque chose qui allait pas. Ils demandaient beaucoup de retours. Les projets, ils traînaient en longueur et ils avaient du mal à facturer. Sauf un copywriter qui justement, à qui tout semblait réussir. Il avait très très peu de retours. Ses clients étaient ravis. Ils le recommandaient. Et quand je regardais le travail qui était rendu, que je regardais les pages de vente, que je regardais les emails, que je regardais les sites web, que je regardais les publicités qui étaient publiées, je me disais mais je comprends pas parce que la qualité est au rendez-vous, quoi. Dans tous les cas, la qualité était au rendez-vous, mais pour tout le monde. Et jusqu'à ce que je comprenne en fait la différence fondamentale entre eux et lui, c'est que en fait les autres envoyaient leur copie
à la fin de la rédaction, ils ont envoyé ça directement, un fichier doc, un Google Doc dans un email, avec un email bien mis en forme, etc. Mais lui, il faisait pas ça. Il présentait jamais son travail sans une réunion. Et quand la plupart des freelances, en fait, ils voulaient pas faire ça parce qu'ils se disaient non, mais c'est une perte de temps, j'ai déjà passé tellement de temps à rédiger, je vais pas en plus me coltiner une présentation pour expliquer ce que j'ai fait. En fait, lui, il m'expliquait qu'il tenait absolument en fait à défendre et justifier tous ses choix de rédaction, pourquoi est-ce qu'il prend tel ou tel angle, pourquoi est-ce qu'il choisit tel ou tel mot à cet endroit-là, pourquoi ce titre il est comme ça, pourquoi c'est construit comme ça. Et il me disait c'était probablement les 1h30 les plus rentables qui passaient avec ses clients. Intéressant. Ça porte un nom, cet effet de justification? Quelle que soit Bah la ouais, justification, c'est ça le message? technique de justification, c'est ça OK, le nom, tout OK. simplement. Comme son nom Intéressant. l'indique. Donc, je vais essayer de me remémorer ce qu'on s'est dit, pour essayer de faire un peu un chapeau de tout ça et d'appliquer tout ça à la recherche de boulot. Le premier, c'est cette histoire de double système 1, système 2. La décision finale d'un recruteur se fera sur le système 1 et donc évitons à tout prix de le faire basculer en mode de pensée système 2, c'est-à-dire de mettre de la complexité dans l'échange ou dans l'analyse de notre candidature et ne Exactement. négligeons pas tout ce qui est primal, quoi. L'apparence, la façon de parler, la connivence qu'il peut y avoir, la simplicité de l'élocution, la confiance en soi, etc. C'est ça. En un mot, on peut dire la clarté. La Est-ce que c'est clarté. clair? Est-ce que c'est clean? C'est propre? Ça va droit au but? Est-ce que, au contraire, la personne, voilà, elle arrive, il n'y a pas de CV, il n'y a rien, il n'y a pas de document sur quoi on peut s'appuyer. Quand la personne, c'est un exemple tout bête, mais si on est en entretien et que la personne elle nous demande, au fait, est-ce que vous avez déjà accompli tel ou tel projet avant? Bah, c'est bien d'être là avec son portfolio parce qu'on peut montrer. Ouais. C'est des trucs tout bêtes. OK. Deuxième effet, effet de cadrage qui nous dit que, quel que soit l'événement qu'on va décrire, si on prend le soin de le tourner positivement, il sera reçu comme tel, et l'inverse fonctionne aussi. Et donc C'est ça. surtout quand on a des choses qu'on n'assume pas trop, il est doublement important, vu que ce sont les choses qui peuvent nous jouer des tours, de faire l'effort de les présenter comme les 25% de sel en moins, quoi, sur la tranche de Exactement. jambon. Exactement. La forme est aussi importante que le fond. Yes. Troisième effet qui était l'effet de halo ou le horn effect, qui consistait à dire que quelqu'un qui dégage quelque chose de positif, on va lui attribuer au fond toutes les qualités du monde, même s'il les a pas. Et l'inverse sera vrai aussi. Un petit détail, un truc qui nous gêne au début, fait qu'on va voir le mauvais côté tout du long, quoi. C'est ça. Et ça a une influence. C'est que par exemple, je sais pas, vous voyez Georges Clooney qui trébuche, vous allez vous dire oh c'est mignon. Par contre, si vous voyez la personne, votre voisin qui vous a fait une crasse et vous le détestez et qui trébuche, et là vous lui dites bah quelle andouille quoi. Ah C'est ouais. pareil. Ça a tendance à amplifier le positif a tendance à amplifier le positif et le négatif a tendance à amplifier le négatif. Et puis le dernier effet dont tu nous parles, qui est la justification, consiste, si j'ai bien compris, à dire que justifier notre parcours, nos choix, la raison pour laquelle on postule, justifier tout, euh, euh, apporte suffisamment de positif. C'est-à-dire le simple fait même de justifier suffit en soi, quoi. Peu importe ce qu'on justifie et quelle est la justification dans une certaine mesure, le fait de justifier son travail ou son approche marque des points et change la perception d'une personne. C'est ça, hein. Euh, Encore une fois, c'est pour une question de clarté, parce que quelqu'un qui ne justifie pas, par exemple, un comportement, on voit ça beaucoup sur les sites web. Je sais pas si vous voyez sur les sites web assez pertinents et performants. Sur Apple, quand on va visiter le site d'Apple et qu'on met les produits au panier, il y a tout le temps une justification à un comportement qu'on ne va pas accomplir. Et il met toujours une petite phrase du style pas encore prêt à acheter ce produit, mettez-le à votre wishlist pour y revenir plus tard. En fait, ça permet de rationaliser un comportement qu'on n'a pas accompli. Et si on ne laisse rien, en fait, l'utilisateur en marketing, il va imaginer, il va extrapoler une raison à son comportement. Et ce comportement, bah, évidemment, cette raison, elle peut être positive ou négative. Mais la plupart du temps, elle va être négative. C'est par exemple, si j'ai pas acheté ce produit, c'est en réalité parce qu'il me plaît pas. Et puis tout simplement, je passe à autre chose. Alors que si on a une petite phrase à la fin de la page du site web qui dit pas encore prêt à passer à l'action, envoyez-moi un message, ajoutez ce produit-là à votre liste de souhaits, etc., etc. Et bien en fait, ça coupe tout simplement l'herbe sous le pied, et ça permet à l'utilisateur de rationaliser son comportement. Et c'est la même façon en fait pour un recrutement, un candidat, ça marche pareil. ouais, et ça rejoint les omissions, les zones qu'on ne veut pas trop, tout ce qu'on veut mettre sous le tapis parce qu'on l'assume pas trop, une compétence qui nous manque, un trait de personnalité qu'on n'aime pas trop, un trou dans son CV ou autre.
Ici, ça rejoint le message de dire ce qu'on va cacher va se voir. Ouais. Au plus on le cachera, au plus il se verra, quoi. C'est ça. Euh, Et en fait, par exemple, s'il manque une compétence, au lieu de rien dire, il vaut mieux dire j'adorerais apprendre cette compétence et je suis quelqu'un qui apprend vite. ouais. Je crois que je veux pas faire des plans sur la comète, mais je crois que ce point-là va être plus compliqué à gérer pour des personnes très introverties que des gens extravertis. Et je m'explique. Un des traits de l'introversion, une des qualités de l'introversion, mais qui là peut nous jouer des tours, c'est que les introvertis vont souvent exprimer ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes. Ils vont pas le montrer de prime abord. Et c'est pour ça que souvent quand tu vois une personne très 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 introvertie, tu la découvres tardivement. Tu vois son potentiel après quelques semaines ou quelques mois et tu dis ah la vache, cette personne-là elle cachait bien son jeu. Là où en général l'extraversion va envoyer le meilleur tout de suite. Ce que tu vois c'est directement le meilleur. Il peut donner parfois une impression d'ailleurs de façade ou de oh bah c'est un peu cru au fond quand tu grattes après quelques mois ou quelques années. Et je veux pas trop généraliser, mais sur les extrêmes ça ressemble un peu à ça quand même. Ce qui peut vouloir dire que euh, euh, une personne très introvertie va peut-être devoir faire de vrais efforts pour montrer immédiatement qu'elle a de meilleur. Alors qu'un extraverti va le faire naturellement vu qu'il le fait naturellement. Bref, je veux pas nous emmener sur un autre terrain que celui de notre sujet, mais et tu vois, et d'ailleurs c'est pas pour rien que les extravertis aiment avoir beaucoup de contacts, c'est parce que du coup, à chaque nouveau contact, en général, ils vont donner ce qu'il y a de meilleur, plus qu'il y a de meilleur, plus qu'il y a de meilleur. Par contre, les temps longs vont moins leur convenir parce qu'il y a moins besoin de profondeur, c'est moins leur truc la profondeur, c'est plutôt l'action et de la dynamique parce qu'ils ont cette force-là d'envoyer le meilleur à chaque fois, mais donc un éternel recommencement, que ce soit la rencontre d'un sujet sur lequel ils bossent ou autre. Et donc, en t'écoutant, je me dis quelqu'un qui est très, très introverti, qui n'est pas timide, hein, c'est pas le sujet, mais qui est très introverti. Et donc, qui ne montre pas au premier jour ou à la première heure où tu le rencontres ce qu'il a de meilleur à offrir, peut avoir un sacré boulot sur ces effets-là dont on a parlé. Parce que naturellement, il va peut-être pas avoir ce réflexe de travailler la forme. Pour lui, ça va être le fond qui compte, ou de se montrer sous son meilleur jour, parce qu'il va se dire, bah, en fait, mon meilleur jour, il est intime et les gens le découvriront plus tard. Donc, ça me fait penser un peu à ça. Tu vois, si j'extrapole avec ce que j'observe chez mes clients ou sur le terrain, ça pose cette question-là, je pense, sur ces profils. Et j'ai pas la réponse, à part peut-être juste d'avoir conscience de ces phénomènes. Ouais, clairement, je pense que ça peut aider. Je suis pas sûr que ce soit plus une question d'introversion ou d'extraversion. Ce sera plutôt une question c'est une croyance d'humilité. C'est-à-dire qu'on pense que l'humilité est une vertu, mais pas toujours en fait. C'est que trop d'humilité, ça peut être toxique. Alors que en fait, on est là aussi pour se vendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est un produit et que c'est un marché concurrentiel, la question de l'entretien d'embauche, faire preuve de trop d'humilité en disant non, mais ça c'est une qualité de moi qu'ils découvriront plus tard. Évidemment, c'est une erreur. Et effectivement, un introverti aura peut-être plus de mal à se livrer, à parler de lui-même. Mais par contre, un introverti a d'autres avantages qu'il va pouvoir Bien mettre sûr. en avant. Sa créativité, une capacité de leadership différente. Il va avoir en tout cas une Connaissance de soi, profondeur. souvent. Et Ouais. voilà. Et donc, il va pouvoir aussi préparer son entretien de manière beaucoup plus pertinente et percutante qu'un extraverti. Il va se dire, j'y vais au talent. Ah ouais, c'est un point intéressant. Cette croyance que l'humilité prime toujours. Et en effet, il y a des environnements, bah, tu vois, LinkedIn, c'est un bon exemple. Sur LinkedIn, il y a zéro humilité. On est bombardé de posts pseudo humbles qui disent, j'ai vécu tel truc et voilà ce que ça m'a pris sur moi. C'est l'antithèse d'une approche sobre et modeste, je trouve, tu vois. Exactement. Mais pourtant, Et on pourtant, voit que ça ça marche. marche. On Et voit que pourtant, ça ça marche. marche. Et ça nous rend tous dingues, mais c'est au final ce qui marche. Euh, Bah, merci Clément pour tous ces partages. Avec C'est top. plaisir. Allez, ciao Clément, et puis merci à ceux qui nous ont suivis depuis d'autres plateformes et rendez-vous dans la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Bonne semaine à tous. Ciao, bonne semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.